Bonsoir à tous. Je me présente, je m'appelle Mathieu Londex et je vais voir avec vous une introduction sur les produits financiers. Je vais me présenter rapidement. J'ai 10 ans d'expérience en tant que consultant senior et business analyst, notamment dans la finance de marché et aussi le risque. Et je suis titulaire aussi du CFA, qui est une certification en finance de marché dont vous avez peut-être entendu parler. Donc, avec vous, je vais voir les différents produits financiers dans lesquels on peut être amené à côtoyer lorsqu'on fait une mission en finance, notamment chez Meritis. Donc, dans un premier temps, on va voir avec vous le marché action. Ensuite, on verra les produits taux, à savoir les produits du marché monétaire et les obligations, le marché des devises, le Forex, tout ce qui est investissement alternatif, à savoir les matières premières, mais aussi quelques autres formes d'investissement alternatifs comme private equity, hedge funds, etc. Et ensuite, on finira par tout ce qui est produits dérivés, donc sur tous les sous-jacents qu'on aura vu précédemment. Donc on verra les options, les futures et les swaps. Donc, concernant le marché action, je pense que ça parle à peu près à tout le monde. Donc, une action, pour rappel, une action, c'est quoi? Donc, c'est un titre de propriété, c'est une part de capital d'une société. Quand on achète une action, on achète une fraction du capital de cette société. Donc, grâce aux actions, elle confère à son détenteur certains droits. Un droit de vote lors des assemblées générales des actionnaires et aussi le droit de recevoir ce qu'on appelle une forme de revenu, les dividendes, suivant les résultats de l'entreprise. Donc, lorsqu'on investit dans une action, il faut savoir que c'est un produit assez risqué, assez volatile, c'est-à-dire que son prix, la fluctuation est assez large de ses prix au cours de l'année. Donc c'est un produit qui va risquer, certes, mais qui va pouvoir conférer à son détenteur un niveau de rendement, en principe, assez élevé. Donc il y a deux façons de faire du profit, de faire de l'argent en détenant une action. Soit la manière la plus directe, c'est d'acheter une action à un certain prix et de la revendre plus tard en cours beaucoup plus élevé. Voilà, ça c'est la première façon, puisque c'est un produit dont le prix va varier en permanence. Ensuite, la seconde façon, c'est ce que j'ai dit en introduction, c'est on va recevoir à intervalles réguliers donc les dividendes en fonction des résultats qu'a généré la société au cours de l'année. Donc, comment ça se passe sur les marchés? Donc, ça s'échange c'est plus à la criée. Dans le temps, on a tous ces images de Wall Street, du Palais Brongniart, où ça se faisait à la criée, où ça s'échangeait sur des petits bouts de papier. Maintenant, c'est fini. Tout ça se fait de manière électronique sur des marchés réglementés. Donc, Euronext, notamment en France, voilà, Euronext, ça va, vous l'avez vu avec Jérémy, ça a géré non seulement organiser le marché de la place de Paris, de Lisbonne et d'Amsterdam. Donc ça, c'est la première forme. Donc c'est des systèmes d'achat-vente avec des intermédiaires. Et la seconde façon, il y a aussi un système ce qu'on appelle de pré-emprunt de titres, c'est-à-dire une société qui possède des titres va pouvoir les vendre de manière temporaire à une autre et en s'engageant à les racheter quelques mois plus tard, moyennant un taux qu'on appelle le repo. Et sur le marché action, donc on verra ça en fin de séance, on aura toute une série de dérivés. Donc les futurs, ce qu'on appelle les contrats à terme, les swaps, on peut s'échanger la performance de deux actions, et les options aussi. Donc ça, on verra tout cela à la fin. Donc ces produits dérivés ont deux fonctions. Donc soit c'est une fonction spéculative,
c'est-à-dire qu'on fait un pari, on veut faire de l'argent, on fait un pari sur le cours à venir de l'action. Donc ça, c'est voilà, fonction spéculative. Ou soit on veut se couvrir, on peut avoir recours à des produits dérivés pour se prémunir contre le risque de marché. C'est-à-dire le risque, c'est le risque principal d'un détenteur d'actions, c'est le risque qui est consécutif à la baisse du prix de l'action sur les marchés. Donc on verra qu'on peut utiliser aussi ces produits dérivés pour pallier ce risque de marché. Alors, juste vous parler de quelques notions pour un investisseur action. Donc il y a deux styles de... Lorsqu'on investit dans les actions, il y a le style value. Donc le style value, c'est quoi? C'est le fait d'investir dans des sociétés qui peuvent paraître sous-cotées sur le marché, c'est-à-dire inférieures à leur valeur intrinsèque. Pour cela, pour détecter ces actions de type value, ces actions sous-cotées, il y a plusieurs méthodes. Soit on va regarder l'historique de prix sur une longue durée, et si le prix est assez bas par rapport au prix historique, on va se dire c'est peut-être le bon moment d'investir dans cette société. Après, ça peut être risqué parce qu'elle peut être sous-cotée pour une bonne raison aussi. Donc voilà, ça peut être un premier signal pour investir dans une action value. Soit la seconde méthode, c'est ce qu'on appelle le price-earning ratio. C'est faire le ratio de son prix sur son bénéfice. Et si ce ratio est bas, et on va les comparer surtout aux sociétés du même secteur, sinon ça n'a pas de sens. Donc on va comparer ce PER aux autres valeurs. Et s'il il est nettement en dessous, ça peut être aussi un bon signal pour l'investisseur d'investir dans ce type de société. Et par opposition, la seconde méthode, le second style, c'est ce qu'on appelle l'investisseur growth, qui va, lui, s'intéresser dans des sociétés avec un fort potentiel de croissance. Donc elle peut être très bien valorisée sur le marché, pas du tout sur- ou sous-estimée. Mais si on estime que dans les années à futur, la société va engranger des bénéfices, va lancer un nouveau produit qui va avoir beaucoup de succès, on va vouloir investir dans cette société et on appellera ce type d'investissement growth, croissance. Ensuite, le second point, c'est je vais vous faire la distinction entre l'investisseur passif et l'investisseur actif. Donc, un investisseur passif pour les actions, c'est quoi? C'est un investisseur qui va avoir tendance à investir dans ce qu'on appelle des ETF. Je ne sais pas si vous connaissez. ETF, ça veut dire Exchange Traded Funds. Donc, ce sont des fonds qui vont se comporter comme des titres. C'est-à-dire qu'on va pouvoir les acheter et les vendre. Ils sont très liquides. On va pouvoir les acheter et les vendre de suite sur les marchés. Et par contre, ils vont répliquer la performance d'un indice. Bon, imaginez que vous voulez recevoir la performance du CAC 40. Vous n'allez pas acheter les 40 actions des 40 sociétés qui composent le CAC 40. D'une part, ça vous prend du temps et ça va coûter très cher en frais de transaction, en termes de frais. Donc, il y a une solution très simple pour répliquer la performance du CAC 40. Vous allez acheter les ETF. C'est-à-dire vous allez pouvoir les acheter comme des actions de suite, immédiatement, à moindre frais. Et ça va vous donner la performance du CAC 40 sans avoir à acheter les 40 actions dans les mêmes proportions qu'elles sont au sein de l'indice, si vous voulez. Donc ça, c'est l'investisseur passif. Ensuite, il y a l'investisseur actif. Lui, il va vouloir battre ce qu'on appelle son benchmark, son indice de référence. Donc, imaginons un gérant de fonds qui investit dans des grosses capitalisations françaises. Donc, son indice de référence, ça sera le CAC 40. Donc, il sera un investisseur actif dans le sens où il va vouloir faire une meilleure performance que cet indice de référence, que le CAC 40. Pour cela, il va faire quoi? Il va surpondérer au sein de son portefeuille les actions, les valeurs pour lesquelles il a de bonnes perspectives
de croissance. Au contraire, il va sous-pondérer, c'est-à-dire que le poids au sein de son portefeuille sera inférieur que le poids au sein du CAC 40, de façon à battre son benchmark. Donc pour cela, il va étudier une à une les grandes capitalisations boursières françaises. Et il va jouer sur ça de manière à battre, à surperformer son benchmark. Ok. C'est bon pour vous, pour les actions? Vous avez des questions? Ça va? C'était clair? Donc on va pouvoir passer au second marché, qui est le marché des produits monétaires et des obligations. Donc, comme je vous l'ai dit, les actions, c'est à la fois volatile, c'est-à-dire qu'il y a une grosse fluctuation des cours, mais ce risque, ça se paie, donc ça offre un meilleur rendement, un rendement assez élevé. Les obligations, au contraire, c'est moins risqué. Le prix fluctue beaucoup plus faiblement, mais par contre, le rendement offert sur les obligations sera en principe beaucoup moins élevé que pour une action. Pourquoi? Parce qu'en fait, pourquoi c'est moins risqué déjà une obligation? Il y a deux raisons. Le prix d'une obligation va dépendre déjà très fortement des taux d'intérêt. Et ces taux d'intérêt, la volatilité des taux d'intérêt est assez faible. Donc, in fine, le prix des obligations, la volatilité des obligations va être elle aussi assez réduite. Et la seconde raison, c'est qu'en cas de défaut, si l'entreprise fait faillite, les détenteurs d'obligations seront remboursés en premier et les actionnaires en dernier. Ce qui fait qu'une obligation est par définition moins risquée qu'une action. Voilà. Donc c'est la première différence qu'on a entre une action et une obligation. La seconde différence, c'est quoi? C'est que les actions, on l'a vu, c'est un titre de propriété. Une obligation, c'est un titre de dette, un titre de créance, pardon. C'est-à-dire que l'entité, les banques, l'entreprise qui émet une obligation, va s'engager à rembourser l'investisseur, à rembourser le détenteur de l'obligation avec un coupon qui va tomber chaque année. Et au bout de la maturité de l'obligation, elle va rembourser la totalité de sa mise initiale. Donc il y a une sorte d'engagement, si vous voulez. Donc, à moins que la société fasse faillite, il y a une certaine certitude à recevoir un revenu. C'est pour ça qu'en anglais, une obligation, ça se dit fixed income, c'est-à-dire un revenu fixe, régulier, dans le sens que c'est régulier. Donc, on va recevoir le coupon plus, plus la mise initiale. Donc, pour revenir à mon slide, on va distinguer deux types de produits. Les produits monétaires pour lesquels la maturité est inférieure à 1 an, et les produits obligataires, ce dont je viens de vous parler, pour lesquels la maturité sera inférieure à 1 an. Donc, le marché monétaire, c'est quoi? C'est le marché sur lequel les institutions financières, quand je parle d'institutions financières, je parle à la fois des banques centrales, des États, des gouvernements, des banques commerciales, des grandes entreprises. Et elles vont placer l'argent dont elles disposent, ou leurs excès de trésorerie, sur des produits à court terme. Alors, lorsque ces titres sont émis par des établissements de crédit ou des caisses de dépôt, on va parler de certificats de dépôt. Quand il s'agit des entreprises, on va parler de billets de trésorerie. Donc la durée, comme je l'ai dit, c'est faible, c'est une durée de placement comprise entre 1 jour et 1 an, et un montant initial de 150 000 euros. Donc voilà, donc c'est des produits très peu risqués pour pouvoir un peu, pour les entreprises par exemple, générer un peu, placer ses liquidités, placer son excès de trésorerie, faire en sorte que ça rapporte un peu. Donc très peu risqué, mais avec un taux de rendement très faible également.
Par opposition, donc les obligations, ce dont je vous ai décrit précédemment, ça va être des maturités beaucoup plus longues, supérieures à 1 an, et elles n'ont pas de limitation de durée. Ça peut être sur des durées très longues, de 10, 20, 30 ans. Euh, donc, le rendement de l'obligation peut se faire soit à taux fixe, soit à taux flottant, avec un taux variable. Donc, l'idée, c'est quoi? C'est qu'une entreprise, elle a besoin d'argent. Elle a plusieurs façons d'avoir recours à du financement. Soit elle s'autofinance, soit elle va faire un emprunt auprès d'une banque, soit elle va émettre une obligation. L'avantage d'une obligation, c'est qu'elle va pouvoir obtenir une grande somme d'argent sur les marchés beaucoup plus rapidement, facilement et à moindre coût que si elle va démarcher les différentes banques à obtenir un emprunt. Voilà. Donc elle va émettre des obligations. Les investisseurs vont acheter ces obligations. Donc, ça peut être les banques, ça peut être des gens comme vous et moi. Du coup, elle s'engage à rembourser cet investisseur. Donc, comme je vous l'ai dit, il y a un coupon. Imaginons que l'investisseur va mettre 100, que le taux d'intérêt est de 5 et la maturité de 10 ans. Donc pendant 10 ans, l'investisseur va recevoir 5 et 10 ans plus tard, il va recevoir sa mise de départ 100. Ok. Donc c'est en ce sens que l'obligation est un placement moins risqué, moins rémunérateur, puisque voilà, il y a juste un taux de 5%, mais moins risqué qu'une action. Voilà. Donc, ce qui est important à savoir, c'est qu'une obligation, contrairement à une action, donc il y a un risque de marché, un risque de taux. C'est-à-dire que suivant l'évolution des taux, du taux d'intérêt sur le marché, le prix de l'obligation va évoluer. Donc, ça va évoluer dans le sens inverse des taux. Si les taux d'intérêt augmentent, le prix de l'obligation va avoir tendance à diminuer. Pourquoi? La raison est simple. Imaginons que les taux d'intérêt augmentent et de nouvelles obligations vont être émises. C'est la loi de l'offre à la demande. L'obligation que vous détenez déjà va perdre de l'intérêt. Les investisseurs vont avoir tendance à se porter sur les nouvelles obligations nouvellement émises parce qu'elles procurent un taux d'intérêt plus fort. Donc c'est la loi de l'offre à la demande. Le prix de celle-ci nouvellement émise va augmenter et le prix des anciennes va avoir tendance va diminuer. Donc voilà, il y a un risque de marché lié au taux d'intérêt et il y a un risque de crédit, ce deuxième type de risque sur les obligations, c'est-à-dire le risque de défaut de l'émetteur, c'est-à-dire le risque qui ne vous rembourse pas en fait. Ok, c'est bon. Et voilà. Donc toutes ces obligations font l'objet de notation de la part des agences de notation, des agences de rating. Vous les connaissez certainement, c'est S&P, Moody's, Fitch. Donc chaque agence de notation, chaque obligation va devoir faire l'objet d'une note. Cette note va indiquer la fiabilité de l'émetteur. Plus elle sera mieux notée, moins le risque de défaut de l'émetteur sera fort. Donc il y a deux catégories. Il y a la catégorie Investment Grade, qui va la mieux notée pour par exemple les obligations d'État allemands. Elles seront notées AAA+. Et jusqu'à triple B-, donc ça va AAA+, AAA, AAA-, après il y a AA+, ainsi de suite. Donc ça va jusqu'à triple B, voilà, ça sera la catégorie Investment Grade. Et en deçà, ce qu'on appelle la catégorie High Yield. High Yield, ça veut dire haut rendement. Parce qu'elles seront mal notées, très risquées, et donc elles procureront un high yield, c'est-à-dire un rendement élevé. Voilà. Est-ce que vous avez des questions sur la partie obligation? Ou est-ce que je peux continuer et on voit ensemble le marché d'échange? Ouais.
justement, là, il y a un risque parce que soit tu peux avoir une obligation à taux fixe, donc là, tu auras un coupon certain qui va tomber chaque année, ou ça sera indexé à taux flottant. Je ne sais pas, l'Euribor par exemple. Et là, tu auras on va le voir un peu plus tard, tu auras des produits pour te couvrir contre cette incertitude. Et là, le coupon sera flottant. À chaque période, il sera variable. Donc une année, on peut continuer. Donc on va continuer sur le forex, c'est-à-dire le marché d'échange. Donc ça, c'est un marché assez particulier. C'est le plus gros marché en termes de volume de transactions. Il a la particularité d'être ouvert en permanence. C'est-à-dire en permanence, on peut échanger des devises contre une autre. Il est ouvert 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Et donc, contrairement au marché qu'on a vu précédemment, il s'agit d'un marché OTC. Avant, c'était un marché réglementé. Là, c'est un marché de gré à gré dans lequel les acheteurs et les vendeurs sont en contact, en prise directe. Donc là, je vais vous parler de deux notions importantes à savoir connaître sur le marché des changes. Donc il y a le taux qu'on appelle le change comptant, le change spot. C'est-à-dire, ça consiste à échanger deux devises à un cours particulier, 2 jours ouvrés après la date de négociation. Donc cette date, on appelle la date le spot. Donc, lorsque deux devises cotent, lorsqu'il y a un taux de change, elles cotent toujours sur la forme d'un intervalle de prix qu'on appelle le spread. Donc en fait, le spread, c'est quoi? Donc, d'un côté, il y a le prix acheteur, ce qu'on appelle le bid. C'est le prix auprès duquel le trader est prêt à acheter la devise. Ensuite, il y a le cours vendeur ou le cours ask. C'est le cours auprès duquel, celui duquel où il est prêt à vendre la devise. Donc, par exemple, sur le marché d'échange euro-dollar, on aura cette cotation 1,1310 et /40. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que le trader achète 1 euro au cours acheteur ou bid, c'est-à-dire pour 1,1310 $. Il est prêt à le vendre au cours vendeur de 1,1340. Pourquoi il y a cette différence? C'est en fait le trader, il faut bien qu'il se rémunère. Voilà, c'est jamais gratuit sur les marchés. Donc c'est pour ça que le cours acheteur du trader est toujours inférieur au cours vendeur et qu'il y a ce spread, cette petite différence de prix. Donc il faut savoir que plus une devise est liquide, plus l'écart de prix sera faible. L'euro, le dollar, le spread est faible. Par contre, plus une monnaie sera difficile, moins elle sera liquide, plus cet intervalle, plus ce spread sera élevé. Ensuite, il y a la notion de cours croisé. Donc c'est toutes les devises cotent par rapport à l'euro ou à l'USD, au dollar. Par contre, imaginons que vous vouliez échanger, des yens japonais contre du franc suisse. Vous allez devoir passer, ça ne sera pas directement échangeable sur les marchés, vous allez devoir passer sur une devise pivot, donc l'euro ou le dollar, pour pouvoir faire cette opération. C'est-à-dire que vous allez d'abord devoir échanger des yens contre le dollar, ensuite des yens contre le franc suisse. Et cette égalité-là, cette égalité entre ces trois cours croisés, ces trois cross-currency, doit être respectée à tout moment. Imaginons qu'il y a un décalage, que cette égalité n'est pas respectée, il y a ce qu'on appelle les opportunités d'arbitrage. C'est-à-dire qu'on peut faire des profits à moins de risques en achetant la monnaie sous-évaluée pour la revendre plus tard. Donc à tout moment, sur les marchés, si on veut éviter ces opportunités d'arbitrage, cette égalité de cours croisés doit être respectée. Donc voilà pour le marché des changes. Est-ce que vous avez des questions? Est-ce que c'est clair? C'est bon? Ouais. Donc avant de passer sur tout ce qui est produits dérivés qui va représenter la majeure partie de la séance, on va juste évoquer rapidement les investissements alternatifs. Donc,
les investissements alternatifs, donc c'est toutes les formes d'investissement qui ne sont pas traditionnelles. Traditionnel, c'est ce qu'on vient de voir. C'est les actions, les obligations et marché des devises. Okay. Donc, qu'est-ce qu'il y a dans le marché, dans les investissements alternatifs? Il y a ce qu'on appelle les commodities, c'est-à-dire les matières premières. Donc, on trouvera des contrats futurs sur les métaux, l'or, le zinc, le cuivre, sur les secteurs de l'énergie, le pétrole, le charbon, le gaz naturel, et sur les produits agricoles, le blé, le maïs, le café. Donc l'intérêt d'investir dans des matières premières, c'est qu'elles sont décorrélées du reste des autres marchés. Donc c'est intéressant dans une optique j'y reviendrai par la suite, de diversification des risques. Si vous adoptez une vision d'ensemble de votre portefeuille, vous allez mettre votre argent dans différentes catégories, différentes poches. L'intérêt des matières premières, c'est que les performances sont décorrélées. Quand le marché action baisse, les matières premières auront tendance à monter. Donc c'est intéressant à ce titre. Notamment l'or, on dit souvent que l'or, c'est une valeur refuge. Pourquoi? Parce que quand tous les marchés s'effondrent, l'or a tendance à monter. Donc voilà l'intérêt d'investir dans les commodities. Ensuite, on peut évoquer rapidement les autres formes d'investissement alternatifs. Donc il y a les hedge funds. Donc les hedge funds, c'est les fonds spéculatifs à très haut rendement, mais très risqués. Donc ça, c'est pas réservé à tout le monde, c'est réservé en général, le ticket d'entrée est assez élevé, aux investisseurs les plus fortunés. Et quelle est la caractéristique des hedge funds? Donc il prend beaucoup de risques. Il y a un fort effet de levier. Un effet de levier, c'est quoi? C'est-à-dire, imaginons on va investir 10, on va mettre 10 sur la table, mais on sera exposé à 100. Donc on sera exposé, la performance qu'on va recevoir va être calculée sur une assiette beaucoup plus large. Donc c'est bien si ça gagne, c'est pas bien si le pari est perdant. Et le gérant dans les hedge funds, il va être rémunéré très fortement. En général, on parle d'une rémunération 80-20, c'est-à-dire par exemple, si le fonds fait 20% de perf, le gérant va capter 20% de cette perf, à savoir 4%. Donc voilà, caractéristique des hedge funds. Ensuite, il y a ce qu'on appelle le private equity. Je ne sais pas si dans le monde, vous avez entendu parler des business angels, par exemple, dans le monde de la start-up. C'est des personnes qui vont investir leur propre argent dans soit des sociétés comme les start-up à fort potentiel croissance, ou soit dans des sociétés un peu des phases un peu compliquées, en phase de redressement, de liquidation. Donc non seulement il va investir ses propres ressources, mais il va aussi s'impliquer dans le management et dans la gestion de ces sociétés. Donc ça, c'est le private equity. Ensuite, il y a l'immobilier, qui peut présenter aussi une autre forme d'investissement alternatif, avec des revenus assez stables et réguliers, je dirais, en général. Et après, il y a toutes les autres formes d'investissement. Donc ça peut être des tableaux d'art, des chevaux de course, du vin. Tout ça représente aussi des formes de profit potentiel et d'investissement alternatif. Donc voilà, comme je vous l'ai dit, l'intérêt d'investir dans ce type de produit, c'est qu'on va pouvoir diversifier le risque de son portefeuille, puisque les performances de ces produits ne vont pas suivre les performances des autres marchés, actions, obligations, des marchés traditionnels. OK. Donc voilà, dans la dernière partie, on va voir tout ce qui est produits dérivés. En produits, je ne sais pas si ça vous parle, les produits dérivés. Donc c'est tout ce qui est options, futures et swap. Donc un produit dérivé, c'est quoi? C'est un produit financier dans lequel le prix, sa valeur, son prix dérive, c'est pour ça qu'on appelle dérive ou fluctue en fonction de l'évolution du prix du sous-jacent. Donc le sous-jacent, ça peut être une action, un indice boursier, un taux
taux de change, enfin une devise, ou une matière première. Donc là, je vais vous prendre un cas simple, un contrat futur sur le vin. Donc, un contrat futur, c'est quoi? Alors, c'est un contrat à terme, c'est-à-dire c'est un contrat dans lequel on s'engage à livrer le sous-jacent, donc en l'occurrence ici c'est des caisses de vin, à un prix déterminé à l'avance, à une date déterminée à l'avance. C'est un engagement ferme. Donc, donc c'est les instruments financiers les plus traités au monde. Donc, lorsqu'il s'agit de marché organisé, on parle de futures. Lorsqu'il s'agit de gré à gré, donc OTC, directement entre l'acheteur et le vendeur sans intermédiaire, on parle de forward. Mais c'est le même principe. C'est-à-dire, on se met d'accord à l'avance pour livrer un sous-jacent à un prix fixé à une date future. Donc ici, j'ai mon producteur de vin dans le Médoc, Thierry, et sa problématique, c'est la suivante. C'est-à-dire, il y a une incertitude forte pour savoir, il va faire les vendanges en septembre et il ne sait pas à quel prix, au mois de novembre, il va pouvoir vendre son vin. En face de lui, j'ai, on va dire, Édouard, qui est négociant en vin à Bordeaux, qui lui a la problématique inverse, qui va vouloir acheter le vin au prix le moins cher possible. Donc, qu'est-ce qui existe comme solution? On a des futurs sur le sous-jacent qui est le vin. Donc, allez, on va dire au mois de mai, ils vont se mettre d'accord pour, voilà, Thierry va lui dire, je m'engage à livrer ton vin à tel prix au mois de novembre. Voilà, c'est l'intérêt d'un contrat futur, c'est de pouvoir se couvrir sur, voilà, là on parle de hedging, de couverture, c'est-à-dire qu'on va pouvoir se couvrir contre l'évolution incertaine du prix du sous-jacent dans le futur. Donc voilà, novembre arrive, Thierry va livrer son vin à Édouard à un prix déterminé à l'avance. Donc là, c'est dans le cadre d'une livraison physique. Ce qu'on appelle physique, c'est quand on va délivrer le sous-jacent. Par contre, il y a des traders qui vont investir sur le cacao. Le café, il ne va pas vouloir forcément recevoir des camions qui vont déverser des tonnes de cacao, de maïs à la banque. Donc, lorsque l'échéance arrive, donc soit il peut faire un règlement par cash, c'est possible, ou soit si la livraison est de manière physique, il va ce qu'on appelle faire du rolling. Il va roller sa position, c'est-à-dire au moment de l'échéance, il va renouveler son contrat futur parce qu'il n'a pas envie de recevoir sa matière première. Voilà, donc ça c'est pour les futurs. Ensuite, il y a un autre type de produits dérivés, c'est ce qu'on appelle les swaps. Donc les swaps, c'est un échange de flux financiers entre deux parties. La contrepartie A et la partie B. Donc c'est en général des banques ou des institutions financières. Donc qu'est-ce qu'on peut échanger? On peut échanger la performance d'un indice contre celle d'un autre. Je te paye la perf du CAC 40 et toi tu me payes la perf du Dow Jones sur le marché américain. Ok. Donc ce swap va porter sur un certain montant, ce qu'on appelle le notionnel, et sur une certaine période. À un intervalle de temps régulier, on va regarder comment évoluer tel sous-jacent par rapport à l'autre. Et en fonction de l'écart, la partie perdante va verser à l'autre voilà, la somme correspondante. Et cela à intervalle de temps régulier. Donc ça peut être sur des actions, ça peut être sur des devises, et ça peut être, dans le cadre des IRS, les Interest Rate Swap, ça peut être un échange entre un taux fixe et un taux flottant. Donc par exemple, imaginons qu'on est emprunteur à taux flottant, justement, on va vouloir se prémunir contre cette incertitude. Donc, par exemple, on va avoir recours à un swap de taux pour neutraliser cette incertitude sur ce taux flottant. Donc, dans ce cadre-là, une contrepartie va verser à l'autre un taux flottant et l'autre s'engage à verser un taux fixe. Et
à intervalles de temps réguliers, on regarde l'écart entre le taux fixe et le taux flottant. Et suivant la partie qui est gagnante ou perdante, ça va correspondre à un échange de flux, un échange d'argent. Ça, c'est pour le swap. Ensuite, le dernier type de produit dérivé, c'est les options. Bon, accrochez-vous bien, ça va durer un petit moment. C'est pas forcément la partie la plus compliquée, mais voilà, c'est la plus intéressante à mon sens, et c'est celle qui va déboucher sur certaines stratégies que je vais vous expliquer. Donc une option, c'est quoi? Donc le futur, c'est un contrat à terme, c'est un engagement ferme. On s'engage à livrer le sous-jacent à un prix déterminé à l'avance. Une option, c'est comme son nom l'indique, c'est non plus une obligation, mais c'est un droit. On obtient le droit, en fait, le détenteur de l'option va pouvoir acheter son sous-jacent, mais il n'est pas obligé de le faire, il a juste le droit d'acheter à un prix déterminé à l'avance, à une date déterminée à l'avance dans le futur. Donc, lorsqu'il s'agit d'une option d'achat, on parle de call, et lorsqu'il s'agit d'une option de vente, on va parler de put. Donc, une option, c'est toujours pareil. Les produits dérivés, il y a toujours quelqu'un qui veut se couvrir, se prémunir contre un risque. Et en face de lui, pour que ça fonctionne, il va trouver un spéculateur qui, lui, voudra détenir un produit dérivé, en l'occurrence une option, pour faire un profit, dans une logique de spéculation. Et pour que le marché fonctionne, on aura toujours, en général, on aura toujours un hedger, c'est-à-dire quelqu'un qui a une volonté de se couvrir face à un spéculateur. D'accord? Donc, on va prendre, donc retenez bien ce schéma-là. Ça, c'est le schéma d'un call. Donc, c'est une option d'achat. Alors, imaginons que j'ai une option sur l'action Société Générale. Okay, donc, l'action, c'est le ticker Bloomberg, elle s'appelle GLE. Société Générale, c'est identifié par GLE. Donc, aujourd'hui, elle vaut 25 € au 21 mai. Et disons qu'on va vouloir, on va se mettre dans la peau d'un spéculateur, on anticipe une hausse du cours de l'action d'ici les 6 prochains mois. Donc au 21 novembre, on pense qu'elle va monter. Donc si on veut faire un profit, on va acheter un call, une option d'achat. On va dire, aujourd'hui, j'ai acheté un call avec un prix d'exercice, ce qu'on appelle le strike, à 26 €. Ça, c'est le strike. OK? Ça veut dire quoi? Ça veut dire que le 21 novembre, on aura la possibilité ou non d'exercer mon option d'achat. Il y a deux hypothèses. Soit l'action Société Générale a monté, elle est au-delà de 26 € de mon prix d'exercice. Dans ce cas, on va exercer l'option. D'accord? Parce qu'on peut l'acheter à 26, alors qu'en réalité, elle vaut 30 sur le marché. Donc, on va exercer l'option. Ou au contraire, elle a diminué. Dans ce cas, mon option ne me sert à rien, on n'exerce pas le droit. OK? Donc, si on représente ça graphiquement. Donc là, j'ai le prix de l'action GLE, de mon sous-jacent, sur l'axe des abscisses. En ordonnée, on va représenter le PNL. Le PNL, c'est le profit-perte, soit le gain ou la perte réalisée sur l'exercice de mon option. Donc, c'est le schéma qui est représenté ici. Donc, cette option a un coût. D'accord? On va dire que l'option sur GLE coûte 2 €. Et là, c'est mon strike, mon prix d'exercice. Et là, c'est mon profit. Donc là, on est à moins 2. Donc, tant que j'ai... Là, en dessous de 26, je ne vais pas exercer mon option. Elle ne me sert à rien. Si l'action GLE est à, je sais pas, à 23 €, je ne vais pas exercer mon option d'achat à 26. Donc, jusqu'à 26, je vais perdre le prix de l'option, c'est-à-dire 2 €. Et par contre, à partir de 26, on va avoir un point d'inflexion
Donc on va petit à petit réaliser un profit. Ici, on est ce qu'on appelle le break-even point, c'est-à-dire on est à 28. Mon profit est nul. Pourquoi? Parce que mon option a coûté 2. Je l'exerce. Ça me permet d'acheter mon action Société Générale à 26 alors qu'en réalité elle vaut 28. Je fais un gain de 2. Donc les deux gains se neutralisent. On fait un profit nul de 0. Et ainsi de suite. Par exemple là, si le prix de l'action Société Générale au mois de novembre est à 32, donc je fais un gain de 6, ça m'a coûté 2, ça fera un profit de 4. OK? C'est bon? Donc ça, c'est le payoff, le payoff d'un call, d'un achat de call. Pour, imaginez qu'on est vendeur du même call. Donc on s'engage à livrer au détenteur du call un produit à le sous-jacent de l'action Société Générale au prix de 26. Donc c'est une symétrie axiale, une symétrie horizontale. Donc son profil de gain, donc le PNL, pareil, le sous-jacent GLE. Voilà. Donc lui, jusqu'à 26, il va encaisser le prix de l'option, il va recevoir les deux. Et par contre, il va, au moment où l'acheteur du call va vouloir exercer son option, lui, petit à petit, il va perdre de l'argent. Parce qu'en fait, il va devoir lui vendre à 26 l'action, alors qu'en réalité, elle vaut beaucoup plus. Donc, ça, c'est un vendeur, c'est le payoff d'un vendeur de call. Et ça, c'est mon acheteur de call. OK? C'est bon? Maintenant, on va voir le put. Donc ça, ces quatre schémas, ça serait super si vous les retenez. Un put, c'est l'inverse. Ça m'a donné le droit de vendre une option, de vendre à un prix déterminé à l'avance. Donc, imaginons, je détiens des actions Société Générale au sein de mon portefeuille. Mais bon, j'ai des perspectives négatives à moyen terme sur les 6 prochains mois, mais je n'ai pas forcément non plus envie de m'en débarrasser parce que voilà, j'ai peut-être une valeur affective. À long terme, j'ai des perspectives positives. Donc, je pense que l'action va baisser à moyen terme et j'ai envie de me couvrir contre ce risque de baisse. Donc, je vais avoir recours à un put. Donc, un put, voilà. Donc, le 21 mai, l'action Société Générale vaut 25 €. Hein. Et en novembre, on ne sait pas, mais je pense que ça va diminuer. OK? Donc, par exemple, je vais avoir recours à un put avec un prix d'exercice. Un strike. Je t'en prie. C'est bon? OK. Avec un prix d'exercice à 23, par exemple. D'accord? Ça voudra dire quoi? Ça veut dire que si j'exerce mon option, je pourrais vendre le sous-jacent à 23 €. Donc là, c'est toujours le même prix du sous-jacent GLE et le PNL, le profit ou la perte. Donc pareil, cette option se put à un coût, on va dire que pareil, ça a un coût de 2 €. Donc moi, acheteur de put, et là je suis acheteur de put, je veux me protéger contre une baisse du prix du sous-jacent. Donc jusqu'à 23 €. Je vais réaliser un profit de moins 2 qui correspond au prix de l'option. Et dès lors que le prix du sous-jacent devient inférieur à 23, je vais exercer mon option de vente. Voilà. Donc là, à 21, lorsque le sous-jacent vaut 21, on sera au break-even, c'est-à-dire au point pour lequel on réalise un profit de 0, nul. Pourquoi? Parce que mon option a coûté 2.
j'exerce le sous-jacent vaut 21, mais j'exerce le droit de pouvoir le vendre à 23. Donc je fais un profit de 2, 2 moins 2, ça s'annule, j'ai un profit de 0. Et là, ainsi de suite. Là, par exemple, si on fait ici à 19, donc je gagne 4 sur l'option, mais ça m'a coûté 2, donc je ferai un profit de 2. OK ? Donc ça, c'est le payoff d'un acheteur de put. OK ? Pareil, par symétrie axiale, on est vendeur de put. Là, on vend l'option, on va engranger la prime donc, de 2. Par contre, dès lors que mon acheteur en face va vouloir exercer son option, on va perdre de l'argent. C'est-à-dire qu'on va devoir lui vendre l'action Société Générale à un prix supérieur que celui à laquelle on l'a acheté sur le marché. OK ? Donc ça sera le profil pour un vendeur de put. OK ? C'est bon ? Donc voilà. Donc essayez de retenir ces 4 graphiques, acheteur de call, vendeur de call, acheteur de put et vendeur de put. D'accord ? Pourquoi c'est utile ? Parce qu'après, on va parler vite fait rapidement des stratégies optionnelles. Stratégie optionnelle, c'est une stratégie qui va répondre à un besoin particulier et dans laquelle on va combiner 2 options. OK ? Donc, imaginons, donc, dans un premier temps, on va voir ce qu'on appelle le straddle. Alors, le straddle, c'est très utile lorsqu'on a une incertitude sur le prix à venir du sous-jacent. On s'attend à une très grande volatilité, mais on ne sait pas si cette volatilité sera à la hausse ou à la baisse. Donc, en combinant, je reprends les diagrammes que je viens de vous montrer, un achat de call et un achat de put, okay, de même strike, de même maturité, on va obtenir, si on fait la synthèse de ces 2 diagrammes, un truc à peu près comme ça. Voilà. C'est représenté beaucoup plus joli en rouge, dans lequel, quelle que soit la volatilité, c'est-à-dire si le sous-jacent évoluait très fortement à la hausse ou très fortement à la baisse, on va faire un gain. Pourquoi ? Parce qu'on a acheté un put et on a acheté un call. Donc, si ça évolue fortement à la baisse, on va exercer son call. À la hausse, on va exercer son call. Si ça évolue très fortement à la baisse, on va exercer son put. Par contre, si le sous-jacent dans les prochains mois n'a pas beaucoup bougé, n'a pas beaucoup varié, on est resté proche du prix d'exercice, on va réaliser une perte qui correspond au prix des 2 options. D'accord ? Okay ? Donc là, ce V, c'est juste la synthèse d'un achat call et d'un achat de put, de même strike et de même maturité. Okay ? Ensuite, la dernière stratégie, donc là c'est l'inverse. On veut à la fois ne pas trop perdre s'il y a beaucoup de volatilité, et par contre on estime que le sous-jacent va grosso modo rester assez stable dans les prochains mois. On va vouloir dans ce cas-là réaliser un profit. D'accord ? Qu'est-ce que c'est ? Alors, cette stratégie s'appelle un butterfly. Ça correspond à quoi ? Un PNL, prix du sous-jacent, et un GLE. Donc, on va acheter un call à strike assez faible. Voilà. On va acheter un second call, mais avec un strike plus élevé. OK ? Donc là, mon prix d'exercice, c'est là où il y a le point d'inflexion de la courbe. Et ensuite, on va vendre 2 calls dont le strike sera situé entre ce premier et ce second strike. D'accord ? Donc, on va vendre 2 calls. Donc, il y a
les deux s'ajoutent. Voilà. OK. Et donc, si on fait la synthèse de ces trois, enfin là il y en a deux si vous voulez, là c'est vente de deux calls. Là il y en a juste un, achat de call et achat de call. Et si je fais donc en rouge, c'est bon ? Ouais. Si je fais la synthèse de ces trois courbes, j'obtiens le payoff que vous voyez en rouge ici, à savoir, là c'est flat, donc on perd un peu, la perte est limitée. Voilà. Voilà, quelque chose comme ça. Okay. C'est-à-dire, cette stratégie va pouvoir me permettre de réaliser des... Voilà, on va perdre les primes lorsque le prix du sous-jacent évolue très fortement à la baisse ou à la hausse. Par contre, s'il y a peu de variations, on va faire un gain, un profit. D'accord ? Okay. Vous avez des questions ? Ouais, vas-y. Donc, du coup, si j'ai bien compris, les vendeurs de call et les vendeurs de put, ils prennent de gros risques. Oui, effectivement. Ouais. Parce qu'en fait... Pas forcément de gros bénéfices. Non, parce qu'en fait, le vendeur de call, effectivement, il va juste recevoir le prix de l'option. Mais par contre, ici, il a une perspective de perte illimitée, si tu veux. Parce que ça peut, théoriquement, ça peut aller à l'infini. Et du coup, quel est leur intérêt alors ? Quel est leur intérêt ? Leur intérêt, c'est comment dire, ils vont engranger ils vont recevoir déjà la prime, et puis ils n'ont pas forcément les mêmes attentes que l'acheteur du call. Eux, ils s'attendent pas à ce que le prix baisse, donc ils vont vouloir réaliser un profit certes assez modeste en proposant la vente du call. Ils s'attendent. C'est très risqué effectivement, mais eux ils veulent juste recevoir la prime. Voilà. Mais c'est risqué, oui, effectivement. C'est risqué parce que imagine que quand tu es en vente de call, que le prix de l'action explose, voilà, potentiellement tu peux perdre énormément d'argent. Voilà. Est-ce qu'il y a d'autres questions ? C'est bon ? Ok. Donc, voilà, là, du coup, j'arrive à la fin de ma présentation. Donc, l'idée qu'il faut retenir, en fait, c'est que, donc, on a vu les différents produits financiers, actions, obligues, forex, les produits dérivés, les matières premières. Donc, comme je vous l'ai dit, quand on investit, il faut avoir une vision globale de son portefeuille et pas mettre tous les œufs dans le même panier. Ça, il ne faut pas faire. C'est-à-dire qu'il faut investir dans différentes classes d'actifs où les performances vont se compenser et où le risque va se diversifier. Donc, voilà, comme je vous l'ai dit, c'est intéressant, par exemple, d'avoir recours aux matières premières lorsqu'on investit, dans un souci de diversification de son portefeuille. Ce qu'on peut faire aussi, c'est qu'on peut investir dans différents secteurs. On ne va pas acheter que des actions financières, on va aussi acheter des pharma, des biotech, des entreprises du secteur pour lequel on a une forte conviction. Voilà. Donc l'idée, c'est d'avoir une diversification à la fois sectorielle, de varier aussi dans les tailles de société. On peut aussi pas forcément investir dans les plus grosses capitalisations. On peut aussi investir dans des sociétés dont la capitalisation boursière est un peu plus modeste. Donc ce qu'on appelle les mid-cap ou les small-cap, lorsque la capitalisation boursière est assez réduite. Voilà, donc il faut jouer sur, lorsqu'on investit, c'est plus le rôle du gérant, mais voilà, avoir une vision globale et investir dans différentes classes d'actifs. Et pourquoi on a recours à un fonds de placement ? Parce que bien sûr, vous pouvez investir vous-même votre propre argent, mais ça va vous coûter beaucoup d'argent en termes de frais. Donc l'intérêt d'investir dans des fonds, donc des fonds gérés par
voilà, avec un gérant de fonds, c'est déjà de bénéficier de son expertise, parce que c'est un professionnel, donc en principe, il se connaît mieux que nous, et aussi de bénéficier de ce qu'on appelle les économies d'échelle. C'est-à-dire que, je ne sais pas, tu vas investir 100, toi 200, toi 1000, toi 500. Donc, au sein d'un fonds, tout l'argent des épargnants va être rassemblé. Et ça va créer des économies d'échelle, c'est-à-dire qu'on va pouvoir acheter une plus grosse quantité d'actions sur le marché. Et si tu veux, le coût unitaire de la transaction, grâce à cette augmentation de volume, va diminuer, parce qu'on va bénéficier de ce qu'on appelle les économies d'échelle. Donc, quand on investit dans des fonds, qu'est-ce qui se passe? On va acheter des parts de fonds, c'est-à-dire que ça va représenter une fraction de mon épargne, et ces parts de fonds vont pouvoir être ce qu'on appelle les souscriptions achats, vont pouvoir être soit achetées, soit souscrites, soit revendues, soit rachetées à tout moment par les épargnants. Donc, quand on met de l'argent sur un fonds, on va recevoir un certain nombre de parts. Et donc, on va pouvoir bénéficier de l'expertise du gérant. Donc là, pour finir, je vous présente donc un exemple de diversification. Donc ça, c'est juste un exemple d'une partie de mon épargne que j'ai placée dans... Oui, c'est modeste, mais que j'ai placée dans une fintech. Donc en fait, ce n'est pas un gérant, c'est des algorithmes qui vont faire les choix d'allocation pour nous. Donc on va déterminer un profil, on va remplir un questionnaire. Donc en fonction de sa capacité à prendre du risque, son goût, son appétence pour le risque, on va avoir un profil de risque sur une échelle de 1 à 10, 10 étant le plus risqué. En fonction de son profil de risque, donc moi j'aime bien le risque en fait, donc j'ai un profil de 8 sur 10, il va nous proposer une allocation cible. Donc là vous voyez, mon portefeuille est investi à 86% sur des produits risqués, donc des actions, des obligations risquées ou des matières premières, et à peine à 14% sur des produits plus sécures, plus safe. Donc des obligations sécurisées ou des obligations gouvernementales. Et l'idée, donc ces algorithmes, ils vont essayer, l'intérêt, c'est que les frais de gestion, comme on passe par des machines, seront beaucoup moins élevés que si on a recours à un gérant, à une personne physique qui va prendre des frais de l'ordre de peut-être 3 ou 4%. Et donc ces algorithmes vont réallouer à intervalles réguliers mon portefeuille en fonction des tendances du marché qu'il aura détectées. Et donc c'est pour faire le lien avec ce que je disais précédemment, c'est-à-dire qu'il va investir, il va faire une répartition géographique, il va investir de manière à réduire le risque dans plusieurs zones géographiques. Il va à la fois investir en Europe, soit sur des produits américains, soit sur des marchés émergents ou le reste du monde, l'Asie, la Chine, l'Inde, le Japon. Donc ça, c'est une manière de diversifier le risque. Et ensuite, une autre, c'est ce que je vous ai dit tout à l'heure, c'est d'investir dans différents produits. Donc, matières premières, de l'or, des actions américaines, des actions du marché émergent, des obligations européennes risquées, des actions dans l'immobilier par exemple. Donc voilà, il va, grâce à des algorithmes, il va proposer une sorte d'investissement optimal qui respectera mon profil de risque. Voilà. Donc voilà, donc ça permet de tout ça, là, ça permet de voir les différents produits financiers que je vous ai évoqués. Après, il n'y a pas d'options, il n'y a pas de futur, il n'y a pas de produits dérivés parce que voilà, c'est des produits, comme je vous ai dit, il y a un effet de levier. Donc, c'est des produits en général très risqués qui sont réservés à des professionnels. Donc, c'est pour ça que
au sein de ce portefeuille, vous ne trouverez pas tous les produits dérivés, à savoir les options et les futurs et les swaps. Voilà, de mon côté, est-ce que vous avez des questions? Oui. Est-ce que tu as la possibilité de changer ton profil de risque pour modifier tes stratégies d'investissement? Moi, si je peux... Oui, après... Oui, bien sûr. Parce que si ta situation personnelle évolue, si tu as une grosse rentrée d'argent, au contraire, tu as une situation un peu plus difficile, tu peux tout à fait revoir ton profil de risque à la baisse. Enfin, là, je suis déjà à 8, mais à la baisse. Et du coup, les algorithmes vont réallouer ton portefeuille sur des produits moins risqués, à savoir des obligations. Donc, suivant tes circonstances personnelles ou même tes goûts peuvent évoluer. Là, en ce moment, peut-être que j'ai des mauvaises perspectives sur les marchés pour les mois à venir. Et je peux décider, non, mais là, c'est trop risqué. Voilà, je vais revoir mon profil de risque. Oui, c'est tout à fait possible. Voilà. Vous avez d'autres questions, Didier? Bon, mais merci à vous. Merci à vous en tout cas. J'espère vous avoir intéressé, que vous avez appris beaucoup de choses et que surtout ça vous servira dans vos prochaines missions. Merci à vous.